C'est en 1919 que Freud, au travers du texte Un enfant est battu, amène une lecture nouvelle de la genèse du masochisme en s'appuyant sur ce qu'il nomme le complexe parental, soit le complexe d'Oedipe. Il met en avant le rôle de la différence des sexes. La perversion est mise en relation avec l'amour d'objets incestueux. Freud, dans ce texte, s'appuie surtout sur ce qu'il a pu entendre des fantaisies de fustigation de ses patientes. Il décrit donc 3 phases qu'il a repérées dans les fantaisies féminines. Dans la première, la signification de la fantaisie de fustigation et le père n'aime pas cet autre enfant, il n'aime que moi. Suite à l'effet du refoulement, la conscience de culpabilité trouve comme punition de renverser cette fantaisie en « non, il ne t'aime pas car il te bat ». Mais si le surmoi a pu avoir pour effet un passage vers une position masochiste, cela n'empêche pas que la notion d'amour pour le père soit restée. Cela a ainsi pour conséquence que le fait d'être battu par le père est une fantaisie qui va répondre, dans un troisième temps, à la conscience morale, mais va aussi devenir le substitut de la relation génitale prohibée sous l'effet de la notion d'amour qui n'a pas été abandonnée. À partir de ces observations, Freud amène donc un nouvel éclairage sur 2 éléments importants en particulier. Il nous dit que la fantaisie de fustigation et autres fixations perverses analogues ne seraient alors, elles aussi, que des précipités du complexe d'Oedipe, en quelque sorte des cicatrices consécutives à un procès révolu. Par ailleurs, le masochisme ne serait pas une manifestation pulsionnelle primaire, mais il prend naissance dans un retournement du sadisme sur la personne propre, donc par une régression de l'objet au moi. La mutation du sadisme en masochisme semble se produire sous l'influence du sentiment de culpabilité, qui est partie prenante dans l'acte du refoulement. Après 1920, la composante sadique de la pulsion sexuelle est toujours au centre de l'attention de Freud dans différents textes, mais c'est surtout dans le problème économique du masochisme de 1924 et fétichisme de 1927 qu'il approfondit sa réflexion concernant certaines formes de perversion. Dans le problème économique du masochisme, Freud propose 3 figures du masochisme, et il les relie notamment à l'effet de la pulsion de mort ou du sentiment de culpabilité. Mais c'est surtout dans le fétichisme que nous pouvons trouver pour la première fois, cela donc vers la fin du travail de Freud, une description du mécanisme de défense qu'il pense être à l'œuvre dans la perversion, soit le clivage. Freud annonce au début de ce texte que le fétiche est le substitut du phallus de la femme, de la mère, auquel a cru le petit garçon et auquel il ne veut pas renoncer. L'enfant est confronté à la perception que la femme ne possède pas de pénis. Il ne peut l'accepter car cela met en péril sa propre possession d'un pénis. Dans ce texte, Freud met en avant que la perversion, sur le modèle du fétichisme, est une réaction face à l'effroi de la castration que provoque la vue de l'orgasme génital féminin. Freud présente donc dans ce texte la création du symptôme pervers comme un compromis à partir d'un mécanisme qu'il va nommer le clivage. Clivage entre 2 courants de la vie d'âme. Un seul de ces courants reconnaît la castration, l'autre dénie son existence. Freud ici utilise 2 termes importants, refoulement et déni. Le refoulement correspondant d'après lui au destin de l'affect et le déni au destin de la représentation. Freud insiste sur le fait que la perception est restée et qu'une action très énergique a été entreprise pour maintenir son déni. Il n'est pas exact que l'enfant, après son observation sur la femme, ait sauvé sans modification sa croyance au phallus de la femme. Il l'a conservée mais également abandonnée. Dans le conflit entre le poids de la perception non souhaitée et la force du contre-souhait, il est arrivé à un compromis. Ce qui est resté au niveau inconscient est bien que la femme a un pénis, mais celui-ci a pris une autre forme. Il est représenté par le fétiche. Donc à travers cette courte et incomplète traversée de la pensée de Freud concernant la perversion, qui sera, j'en suis sûre, complétée par mes collègues et enrichie aussi de ce que Jacques Lacan a pu nous apprendre sur cette structure, nous voyons que l'élaboration de Freud s'est nourrie d'une réflexion initiale sur l'hystérie et les psychonévroses, et qu'elle a tout autant permis d'ébaucher ce qui est à l'œuvre dans la structure perverse que d'éclairer ce qui est en jeu dans la construction de la sexualité chez tous les êtres humains. Cela semble particulièrement important à souligner à notre époque où les mots pervers ou perversion sont utilisés à tort et à travers pour dénoncer n'importe quel comportement qui dérange. Nous voyons de même apparaître de nouvelles dénominations telles que la perversion narcissique, que Paul-Claude Racamier a présentée en 1987. Sans préjuger du bien fondé de cette nouvelle formulation, il est nécessaire d'en dire un mot lorsque l'on voit comment elle peut être utilisée par certains journaux, tels que le Nouvel Observateur, qui en fait son titre phare dans son numéro du 15 mars 2012.
Dans l'article sur ce sujet, nous retrouvons les mots prédateur et prédation à plusieurs reprises. Le pervers narcissique qui est décrit comme un être vil, calculateur, prêt à tout pour nuire à l'autre, caché derrière un masque de normalité. Pour sortir de ce type de discours nourri de haine, rien de mieux qu'un colloque qui va permettre, j'en suis sûre, d'amener une réflexion bien plus contrastée et surtout ancrée dans la clinique actuelle. Parmi les thèmes qui provoquent le plus de résistance à l'égard de la psychanalyse, il me semble que le titre de notre colloque d'aujourd'hui touche le cœur de l'affaire. La perversion est en effet marquée par le sceau du tabou, qui a et qui continue toujours à freiner la recherche scientifique. Freud a eu le courage de mettre à nu ce qui restait jusqu'alors dans l'ombre, de ce qui nous concerne tous, de près ou de loin, et il en a largement payé le prix. Un des voiles qu'il va lever rapidement est celui de l'homosexualité, qu'il va repérer dans les racines mêmes du lien social. Dans une note de 1919, que l'on peut retrouver dans son texte sur un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, il annonce comme le résultat de la recherche psychanalytique que, je le cite, « l'homme le plus normal est capable du choix d'objets homosexuels, l'a effectué à un moment donné de sa vie, ou bien s'y tient encore dans son inconscient, ou bien s'assure contre lui par d'énergiques contrepositions. À travers le prisme de l'homosexualité masculine, et en m'appuyant sur un cas clinique, je vais tenter de dégager dans l'œuvre de Freud et de Lacan ce qui spécifie la perversion en tant que structure psychique. Claude vient me rendre visite depuis environ 5 ans, car il n'arrive pas à gérer ses relations sentimentales avec les hommes. Il rentre en effet rapidement dans un lien de dépendance à l'autre, ce qui le fait souffrir et mène la relation à l'asphyxie. Il a toujours été attiré par les hommes et a tenté une fois d'avoir une relation sexuelle avec une femme, mais il a été dégoûté par le dégoût. Ses parents se sont définitivement quittés quand il avait 4 ans, alors qu'ils vivaient déjà séparément. Il n'a pas été reconnu par son père, et c'est quand ce dernier est parti qu'il se souvient avoir commencé à adopter une position féminine, qui se manifestait clairement dans les jeux de rôle avec ses camarades d'école. Son père a reconstruit sa vie avec une autre femme, et a coupé par la même occasion les liens avec son fils. Claude a donc vécu seul avec sa mère pendant une quinzaine d'années, jusqu'à ce qu'elle rencontre l'homme qui deviendra son beau-père. Il décrit sa mère comme une femme très autoritaire, violente, qui le malmenait tant dans les gestes que dans les mots. Quand il pleurait, sa mère pouvait le traiter de fillette, de femmelette, et lui dire clairement qu'il n'était pas un garçon. Malgré le fait qu'il dise ne pas souffrir de son homosexualité, il s'interroge tout de même sur son origine. Dès 1896, dans ses lettres à Fliss, Freud se demande pourquoi un sujet va prendre la voie de la névrose plutôt que celle de la perversion. À la fin de la même année, il va dire qu'il s'appuie sur la bisexualité de tous les êtres humains pour pouvoir différencier les deux. Dans ses 3 essais sur la théorie sexuelle, il va distinguer 3 formes d'inversion. Pour les invertis de façon absolue, l'objet sexuel est exclusivement un partenaire du même sexe, et le rapport à l'autre sexe peut être source d'indifférence, voire de répulsion. Il différencie ensuite les invertis de façon amphigène, qui peuvent tout autant désirer un homme qu'une femme, et les invertis de façon occasionnelle, qui peuvent, dans certaines conditions circonstancielles, diriger leur libido vers une personne du même sexe. Ce que Freud nous dit ensuite va nous permettre de faire quelques pas supplémentaires, toujours dans cette optique de différencier la perversion en tant que symptôme et en tant que structure. Il distingue les invertis qui assument totalement leur homosexualité et ceux qui, au contraire, ont le sentiment de la subir, de la vivre avec une grande souffrance. Si la douleur morale peut nous donner la voie ici d'une homosexualité par symptôme, pour reprendre le terme introduit par Fernando de Amorim, je pense qu'il faille rester prudent pour pouvoir établir un diagnostic structurel en nous basant sur ce que Freud va qualifier de contrainte à l'aversion, du fait même du clivage du moi, dont nous parlerons ultérieurement. Un nouvel élément concerne la dimension temporelle du choix d'objet. Celui-ci, nous dit Freud, s'établit en 2 temps, avec une première vague entre 2 et 5 ans,
et une seconde vague à la puberté, qui serait déterminante de la configuration définitive de la vie sexuelle. Ce qui semble pencher dans le sens de la structure perverse, c'est l'orientation de la libido vers un choix d'objet exclusivement homosexuel, dès l'enfance. Même si Freud confirme cette hypothèse dans une note qu'il rajoute en 1910, il me semble encore une fois qu'il ne faille pas se précipiter dans l'établissement du diagnostic du fait de la difficulté d'accéder aux souvenirs refoulés. Freud va alors amener un décalage fondamental qui va nous permettre d'envisager autrement la question. Il va parler de réunion de deux caractères sexués, ce qui marque alors une distance radicale avec le sexe organique de la personne et introduit la question de la détermination de l'homme par le langage, tant dans son identité d'être sexué que dans l'orientation de sa sexualité. En plus de ce pas de côté essentiel, il introduit à la fin de ces trois essais l'idée fondamentale de la croyance du petit homme en l'universalité du pénis. Plus tard, il précisera que cette croyance est si solide qu'elle peut même résister à la perception du manque du supposé pénis chez la mère ou chez son substitut. Il introduit donc un nouveau concept fondamental pour l'édifice psychanalytique, la castration. Claude fera plusieurs rêves dans lesquels il voit sa mère avec un pénis. Je le cite. « J'ai peur du sexe de ma mère, et du coup, du sexe en général. Je ne vois pas ma mère comme une femme, avec ses défauts, ses failles, ses faiblesses. Ma mère avait les deux rôles, je lui ai attribué les deux sexes, du fait de son attitude masculine. » L'homosexualité est alors envisagée par Freud comme une issue face à l'horreur de la castration maternelle, comme une sorte de renversement de la désirance vis-à-vis de la mère phallique, et donc comme un moyen d'éluder la différence des sexes. Je le cite. Chez tous nos hommes homosexuels, il y eut dans la première enfance, oubliée plus tard par l'individu, une liaison érotique très intense avec une personne féminine, généralement la mère, suscitée ou favorisée par la tendresse excessive de la mère elle-même, confortée de plus par un retrait du père dans la vie de l'enfant. Sadger met en relief, c'est toujours Freud, Sadger met en relief que les mères étaient fréquemment des viragos, en allemand Mann-Weiber, mot à mot, femme-homme. Des femmes avec des traits de caractère énergiques qui pouvaient pousser le père hors de la position qui lui revient. J'ai eu l'occasion de voir la même chose, mais j'ai été plus fortement impressionné par les cas où le père manquait dès le début, ou disparaissait prématurément, si bien que le garçon était livré à l'influence féminine. Il semble donc que la présence d'un père fort assurerait au fils la juste décision dans le choix d'objets en faveur du sexe opposé. Voici comment Claude parle de son orientation sexuelle. J'ai dû choisir entre une mère phallique et un père absent. Ce fut un choix impossible. Il y a un côté masculin duquel je cherche à me faire aimer et un côté féminin qui me fait peur, la castration. Ce sont les mots de Claude. Freud précise alors que par refoulement de l'amour envers la mère, le jeune garçon va ainsi s'identifier à celle-ci et aimer une personne qui sera une sorte de substitut de lui-même. L'homosexuel reste ainsi inconsciemment fixé à l'image mnésique de sa mère et trouve dans son choix d'objet un moyen d'éviter de lui être infidèle. Il est donc sensible au charme féminin, mais il s'empresse de transcrire, c'est un terme qu'on retrouve chez Freud. Donc il est sensible au charme féminin, mais il s'empresse de transcrire l'excitation provoquée par les femmes vers les hommes. Je me suis d'ailleurs demandé, en m'appuyant sur l'importance du signifiant que Lacan va mettre en avant, et je vous le livre en guise d'hypothèse de travail, si cette transcription ne se fait pas littéralement à travers le signifiant lui-même, dans l'identification de la mère comme une femme-homme. À ce sujet, Claude nous dit « Ma mère était castratrice. Elle m'a éloigné des femmes comme si elle voulait être la seule, la femme de ma vie. » À la même séance, il fera un lapsus en disant sa femme au lieu de sa mère. Voici comment il témoigne de son identification à sa mère.
je me rends compte que je me mets à la place de ma mère. Je me pose des questions dans mes relations qui sont exactement celles que se posait ma mère quand j'étais enfant. Je me demande si je ne suis pas homosexuel à cause de la fusion avec ma mère. Je fais comme ma mère et du coup, je désire ce qu'elle désire. Face à la présence de la perversion chez tous les êtres humains, qu'elle soit de manière positive ou négative, manifeste ou latente, Freud tente de dégager la perversion en tant que structure psychique, en mettant en exergue, je le cite, l'exclusivité avec laquelle ces déviations s'effectuent et par laquelle est mise à l'écart l'acte sexuel servant à la reproduction. Mais c'est en analysant en 1919 le fantasme d'un enfant ébattu qu'il va dégager le mieux l'essence de la perversion. Il reparle alors de l'importance de la fixation à un élément dans l'enfance et met en évidence l'impossibilité de lire la perversion en dehors du complexe de type. Il l'envisage ainsi comme une sorte de marque qui vient signaler les ruines du complexe et qui n'en conserve pas moins la charge libidinale qui lui était attribuée. Il faut bien sûr envisager le type dans toute sa complexité. Je le cite, « Le complexe de type lui-même, chez le garçon, est prédisposé en un double sens, actif et passif, ce qui correspond à la prédisposition bisexuelle. Le garçon veut également remplacer la mère en tant qu'objet d'amour du père, ce que nous désignons comme position féminine. » Brice arrive à la consultation sous injonction thérapeutique, de la justice, quoi, adressée par son avocat, car il a été pris en train de filmer sous les jupes des filles. Il a 35 ans, vit seul et sans relation normale, comme il dit, depuis 8 ans, autre que les rapports tarifés avec les prostituées. Il dit que son acte est motivé par le manque de sexe, formule que je trouve tout à fait fine. Alors écoutons-le un peu. J'ai toujours été attirée par les jupes des filles, depuis que je suis devenue un homme, c'est-à-dire depuis que j'ai découvert que j'avais un sexe. Les filles en pantalon, je trouve ça moins désirable. Une jupe, c'est joli. Sous une jupe, il y a à découvrir. Les dessous, et puis le reste aussi. Le sexe, les fesses. Ça reste un peu en suspens, sa phrase, là, ce mot-là. La jupe courte, ça me fait penser à cacher. Montrer ce qui doit rester caché. Je préfère un corps habillé qu'un corps nu. C'est plus érotique qu'un corps à demi habillé ou à demi dévêtu. Il y a plus à découvrir. Tandis qu'un corps nu, il n'y a pas le cacher. Je pense à la chanson de Souchon. Comme un jeu de dupes, regardez sous les jupes des filles, les filles si fières, sur leurs escabeaux en l'air. Pour moi, dit-il, c'est vraiment ça. Elles sont comme ça dans la réalité. Ces propos illustrent assez bien, je trouve, le jeu de cache-cache avec le phallus imaginaire qui est partout et qui n'est nulle part, suivant les propos de Lacan. L'attrait pour le vêtement, le tissu, me renvoie aux réflexions de Freud sur le choix du fétiche, dans son texte de 1927. Je cite. « Les pièces de lingerie, si fréquemment élues pour être le fétiche, retiennent le moment du déshabillage, le dernier pendant lequel on pouvait encore tenir la femme pour phallique. De même, pour Lacan, le phallus doit toujours participer de ce qui le voile. C'est par l'existence des habits que se matérialise l'objet. Même quand l'objet réel est là, il faut que l'on puisse penser qu'il peut ne pas y être, et qu'il soit toujours possible qu'on pense qu'il est là, suivez bien, précisément où il n'est pas. Si Brice se qualifie sans hésiter de voyeur, cette position implique selon lui l'idée qu'une femme s'exhibe devant lui, formant une relation symétrique. Freud relève en 1905 la présence de ce fantasme chez les exhibitionnistes qui, dit-il, montrent leurs organes génitaux pour avoir sous les yeux, en retour, les organes génitaux de l'autre partie. Il les montrerait donc pour voir. Ce mouvement réciproque viendrait du fait que le but sexuel existe sous une double configuration. Ainsi, pour Freud, toute perversion active est donc accompagnée de sa contrepartie passive. Celui qui, dans l'inconscient, est exhibitionniste, est en même temps aussi voyeur, même si, dans le tableau clinique,
l'un ou l'autre des penchants opposés tient le rôle prépondérant. Cependant, s'agit-il uniquement de cela? Lacan affirme dans les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse que l'exhibitionnisme n'est pas le contraire du voyeurisme. Dans son séminaire intitulé d'un grand autre à l'autre, petit autre, il souligne que le voyeur, en cherchant à voir, en profanant tout ce qui peut être vu, interroge dans l'autre, avec un grand A, ce qui ne peut se voir, ce qui manque, soit le phallus. Il n'est là que pour boucher le trou avec son propre regard, sans faire que l'autre y voie même sur ce qu'il est un petit peu plus. Tandis que dans l'exhibitionnisme, l'essentiel de cette pulsion vise à faire apparaître au champ de l'autre le regard. C'est à la jouissance de l'autre que l'exhibitionniste veille. C'est au niveau de ce champ, du champ de l'autre en tant que déserté par la jouissance, que l'acte exhibitionniste se pose pour y faire surgir le regard. Le discours de Brice corrobore-t-il ces hypothèses? En effet, il n'est attiré que par un certain type de jupe, celles qui sont ultra courtes. Pour quelle raison? Je le cite. Quand une fille se met une jupe si courte, elle doit bien savoir. C'est provoquant. Elle doit bien savoir que ça donne envie. Elle est provocatrice. La question, c'est pour qui elle le fait. Ça peut être pour un ami, pour une amie, pour son patron, promotion canapé. Elle peut avoir plein de raisons. Le voyeurisme répondrait donc, si l'on suit son discours, en cette occasion, à un désir supposé de la femme de provoquer le regard, l'envie de l'autre, soit d'être dans une position exhibitionniste. Or, Lacan nous rappelle que nous sommes tous des êtres regardés dans le spectacle du monde. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on l'est. Et qu'une femme peut certes éprouver de la satisfaction à se savoir regarder, à condition qu'on ne le lui montre pas. Ce fantasme permet donc au voyeur de se positionner comme serviteur de la jouissance de la femme. Il tenterait ainsi de la combler quant au désir et pour tout dire quant à ce qui lui manque. J'en arrive donc, à mon grand étonnement, à une hypothèse inverse de celle de Lacan. Bon, il y a du travail alors, il va falloir qu'on approfondisse ça. Pour autant, suis-je en présence d'un trait de perversion au sein d'une structure névrotique ou psychotique ou d'une véritable organisation perverse? Une phrase m'amène à privilégier un versant diagnostic. Lorsque Brice dit « C'était plus excitant de le faire que de visionner la vidéo après ». En fait, il filmait avec une caméra intégrée au téléphone portable et ensuite il visionnait. Il y avait plus d'adrénaline. Le fait que ce soit fait en cachette. Faire en cachette, c'est faire quelque chose pour ne pas être pris. Donc faire quelque chose d'interdit. C'est donc le désir de transgression qui motive l'acte et qui vient signaler les difficultés de Brice dans son rapport au grand autre, incarné par la loi. J'aurais pour tâche, si nos rencontres se poursuivent au-delà de la contrainte judiciaire, d'amener ce désir de voir ça vers un désir de savoir. Bonjour. Je commencerai cette intervention par la description d'une image. Il s'agit d'une photo, celle d'un homme de profil, en gros plan. Le cadre de l'image s'arrête au-dessus de ses sourcils et avance son oreille. Il regarde devant lui et sa langue est tirée, recouvrant sa lèvre supérieure comme s'il léchait un reste de crème glacée. Cela lui donne un drôle d'air, un peu inquiétant. Cette image, chacun d'entre vous l'a vue. Elle a défrayé la chronique il y a 1 an de cela. Elle était à la une du Daily News, quotidien new-yorkais, à la date du 15 mai 2011. Face à cette photo qui prend plus de la moitié de la couverture, ce titre inscrit dans une police de caractère gigantesque, le Pearl.
diminutif anglophone du mot pervers. Une autre caricature, beaucoup plus amusante celle-là, est celle que nous propose Marcel Gottlieb dans sa bande dessinée publiée en 1981, Pervers Pépère, où un homme assez hideux, vêtu en permanence d'un grand imperméable, invente sans cesse des stratagèmes ingénieux pour angoisser les pilanes qu'il rencontre. Ce qui provoque chez lui un plaisir manifeste, représenté à la dernière case de chaque page par le personnage éclaté de rire. Dès que nous entendons le mot pervers ou perversion, notre imaginaire est vivement sollicité. Dégageons-nous de cette voie pour aller du côté d'une articulation symbolique et clinique. Commençons par la définition du mot tel qu'il apparaît dans le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray. Pervertir est d'abord attesté sous la forme purvertir en 1120, est emprunté au latin qui signifie mettre sans dessus-dessous. Participe passé adjectivé de pervertere, sans dessus-dessous, faire mal tourner. Et il s'est spécialisé en latin chrétien pour falsifier un texte et corrompre les esprits. Le mot a été repris avec le sens moral de convertir au vice. Pervers, perverse, adjectif et nom, est emprunté au latin perversus, participe passé adjectivé de pervertere, sans dessus-dessous, et au figuré, appliqué à contretemps, vicieux. Pervers qualifie une personne qui est portée à faire le mal, d'abord dans le langage religieux. Il a été synonyme de dur, cruel, furieux, hostile à, et s'est employé adverbialement au sens de mauvais, dans l'expression par exemple flairer pervers, qui voulait dire sentir mauvais. Tous ces emplois sont sortis d'usage. Dans le langage moderne, le mot qualifie comme adjectif et désigne comme nom la personne qui montre une tendance pathologique à accomplir des actes immoraux en relation avec perversité et celle qui montre une perversion des instincts élémentaires en relation avec perversion. Hors de toute appréciation morale et en jouant sur la valeur fonctionnelle qu'avait le mot en latin, il qualifie dans effet pervers la conséquence imprévisible et pernicieuse. Du point de vue psychanalytique, la question de la perversion est d'emblée abordée du côté de la sexualité et du rapport à la norme. Si elle est présentée comme normale chez l'enfant, en rapport à des pulsions partielles, elle devient problématique chez l'adulte, détournée par la perversion de la fonction de reproduction de la sexualité normale. Dans un article de 1908 intitulé « La morale sexuelle, entre guillemets, civilisée et la maladie nerveuse des temps modernes », nous pouvons lire une réflexion très riche de Sigmund Freud sur les effets sur le psychisme des exigences vis-à-vis de la sexualité des sociétés civilisées, et en particulier de l'abstinence. Et il parle de la façon dont les êtres peuvent dévier de la sexualité normale. Il nous dit ainsi: ce sont tout d'abord les divergents de pervers, chez lesquels une fixation infantile à un but sexuel provisoire a empêché le primat de la fonction de reproduction, et les homosexuels, ou invertis, chez lesquels, d'une façon qui n'est pas encore tout à fait élucidée, le but sexuel a été détourné du sexe opposé. Il donne aussi une indication par rapport à ce dont on a parlé ce matin, par rapport à l'homosexualité de structure et l'homosexualité de symptômes, en disant un peu plus loin, à la page 43, une autre conséquence de l'aggravation de la difficulté d'une vie sexuelle normale est qu'elle conduit à la satisfaction homosexuelle à se répandre. Il faut ajouter à tous ceux qui sont déjà homosexuels de par leur organisation, ou le sont devenus dans l'enfance, la grande masse de ceux qui voient à la maturité, par suite de la fermeture de la voie principale d'écoulement de leur libido, s'ouvrir largement le bras latéral de l'homosexualité. Il a été question ce matin de l'importance du signifiant. J'ai été pour ma part sensible à un point au tout début de l'article sur le fétichisme de Freud.
dans laquelle, comme il a été dit ce matin, il propose une explication de la mise en place de cette perversion centrée sur le déni de l'absence de pénis chez la femme qui entraîne un clivage du moi, et où l'objet fétiche vient en place de substitut du pénis. Au tout début de l'article, Freud s'appuie sur un élément clinique qui est pour nous une indication tout à fait précieuse. Il parle d'un cas clinique et dit « Le cas le plus remarquable était celui d'un jeune homme qui avait érigé comme condition de fétiche un certain, entre guillemets, brillant sur le nez. Le fétiche dont l'origine se trouvait dans la prime enfance ne devait pas être compris en allemand, mais en anglais. Le brillant sur le nez, Glanz en allemand, était en fait un regard sur le nez, Glanz en anglais. » Nous voyons ici une marque de ce à quoi s'attachera Lacan par la suite, au niveau de l'importance accordée aux signifiants. C'est une indication technique importante pour nous, parce qu'elle justifie le soin que nous avons de dire aux patients que nous recevons qu'ils n'hésitent pas à dire des mots qui peuvent leur venir dans une langue étrangère, en particulier s'il s'agit de leur langue maternelle. Je pense à une patiente pour qui se pose la question d'avoir un enfant, et dans sa langue maternelle, être enceinte se dit emmêlé. J'ai lu les livres sur le harcèlement moral et les pervers narcissiques, et je crois bien que c'est ça, vocifère-t-elle en parlant de son conjoint. J'interroge. Pervers narcissique. Elle dit, oui, c'est quelqu'un de manipulateur, qui remet toujours la responsabilité sur l'autre. Il y a le côté double personnalité, une personnalité privée et une sociale, c'est tout le temps lui, c'est complètement centré sur sa personne. Et effectivement, la belle ne tournera qu'autour de lui. Il est comme ceci, il est comme cela, elle se plaint de son mari dans une vie tournaise interminable. Mais surtout, là, elle appelle parce qu'elle veut des preuves. Elle est en quête d'une reconnaissance par la justice de son statut de victime. Elle veut changer d'avocat, car le sien, je cite, n'y comprend vraiment rien. Elle veut un expert psychiatre qui distinguerait le vrai du faux. Bref, elle est dans l'exigence d'une justice qui viendrait résoudre le problème de l'amour. Il faut dire que lui est parti avec une maîtresse chez laquelle il vit, tandis qu'elle attend son troisième enfant de lui, et vraiment, selon ses dires, et malgré mes tentatives de la ramener du côté de son désir, il y a tout qui vient de lui. Voilà donc une appelante qui se plaint, selon ses termes, de la perversion narcissique de son partenaire. Elle est collée à ces mots-là qui sont brandis à la manière d'un étendard, pour ne pas dire d'un fétiche. Mais si fétiche il y a, c'est bien pour cacher quelque chose. Et ce qui se cache ici, semble-t-il, c'est cette dimension de l'intersubjectivité inhérente à l'existence humaine et propre à toute manifestation perverse, et dans laquelle elle refuse très énergiquement tout de même de s'inscrire. En effet, alors qu'il s'intéresse à la relation d'objet et à la relation intersubjective, le psychanalyste Jacques Lacan nous dit qu'il n'y a pas une seule forme de manifestation perverse dont la structure même, à chaque instant de son vécu, ne se soutienne de la relation intersubjective. Il soutient son propos en prenant l'exemple de la relation sadique. Ainsi, je cite toujours Jacques Lacan, la relation sadique ne se soutient que pour autant que l'autre est juste à la limite où il reste encore un sujet. S'il n'est plus rien qu'une chair qui réagit, forme de mollusque dont on titille les bords et qui palpite, il n'y a plus de relation sadique. Le sujet sadique s'arrêtera là, rencontrant d'un coup vide, béance, creux. La relation sadique implique en effet que le consentement du partenaire est accroché, sa liberté, son aveu, son humiliation. Ainsi, dit-il, dans le mirage du jeu, chacun s'identifie à l'autre, l'intersubjectivité est la dimension essentielle. Ainsi, derrière cette formule, somme toute bien pratique, du pervers narcissique, qui sonne dans la bouche de cette appelante à peine comme une insulte, ce qui ne se dit pas, mais qui s'entend tout de même, c'est sa tentative d'instaurer une loi qui serait sa partenaire et qui prévaudrait sur celle de l'intersubjectivité. Une loi qui viendrait assouvir son caprice de vengeance, une loi qui serait le témoin de son injustice, une loi artificielle bien sûr, dans laquelle la position de toute innocence ou encore de pure victime est possible. C'est ainsi
qu'elle s'est reconnue dans cette formule de la perversion narcissique. Elle s'est reconnue et elle se veut dans le vrai, s'identifie, se colle à cette vérité et va solliciter tous les partenaires capables de s'y consacrer avec elle. À côté de cette figure du pervers narcissique, nous voyons donc rôder, jamais bien loin, celle de la victime et de sa blanche main, innocente forcément. Victime, c'est d'ailleurs le terme utilisé pour celui qui apparaît comme l'inventeur de la formule de perversion narcissique et qui a été nommé ce matin. Il s'agit de Paul-Claude Rakami. En 1987, il écrit un article pour la revue Groupo intitulé « De la perversion narcissique ». C'est dans cet article qu'il développe sa théorisation de cette entité. Dans ce texte, Paul-Claude Rakami définit cette notion, je cite, « nouvelle et encore mal connue de perversion narcissique » et qu'il voudrait voir figurer, je cite, « au sein des concepts psychanalytiques ». Ce qui ressort de cette théorisation renvoie notamment à la question de la relation intersubjective évoquée précédemment. Paul-Claude Rakami nous dit que les pervers narcissiques ont un objet. Ils utilisent, je cite, une proie ou un pigeon. En outre, cet objet de la perversion narcissique est interchangeable, rien de plus et rien de moins qu'une marionnette, c'est un ustensile. Ainsi, nous dit-il, l'objet de la perversion narcissique sera certes une victime. Paul-Claude Rakami n'a pas tort quand il parle d'ustensile. En effet, cette idée nous est déjà apportée par Jacques Lacan quand il aborde la question des passions, en ce qu'elles sont toutes aliénations du désir à un objet, et de la relation intersubjective qui sous-tend le désir pervers, relation qui, je cite, ne se soutient que de l'anéantissement ou bien du désir de l'autre ou bien du désir du sujet. C'est ainsi que dans ce type de relation, l'autre sujet ne se réduit à n'être que l'instrument du premier, qui reste donc le seul objet comme tel, mais celui-ci même ne se réduit à n'être qu'une idole offerte au désir de l'autre. Il s'agit donc d'une relation réciproque d'anéantissement. Jacques Lacan illustre ici son propos à partir de la relation du maître et de l'esclave. Une loi s'impose à l'esclave, qui est de satisfaire le désir et la jouissance de l'autre. L'esclave n'est donc point victime, notion qui est certes dans l'air du temps, mais nous fait nager à contre-courant du désir inconscient. Cette notion de victime est également traitée par Jacques Lacan, mais certainement pas du point de vue de l'innocence. Il l'aborde notamment à partir de la figure d'Antigone, héroïne, mais aussi victime, je cite, si terriblement volontaire. Donc, pervers, très pervers. Gare aux pervers. La planète perverse est si riche, si vaste. Il suffit de regarder la nôtre de planète pour y trouver des bouts de perversion, des traits de perversion à chaque coin de rue. Cette semaine encore, en allant voir un film soi-disant pour enfants, sur la piste du marsupilami, vous pardonnerez mes références, j'ai vu se déployer sous mes yeux tout un panel de perversion. Le sadisme des tortionnaires, le fantasme d'un dictateur, plutôt du côté du travestisme, puisqu'il se parle des atouts, tenez-vous bien, de Céline Dion, pour nous donner à voir une scène hilarante de playback, ou encore d'un vieux qui a les mains baladeuses, plus une autre scène mémorable où l'un des héros se fait, comment dire les choses sans être vulgaire. Prenons donc par l'autre bout. C'est un chien minuscule qui se fait l'oreille d'un héros, qui est enterré jusqu'au cou et qui donc doit subir les assauts de ce charmant canin. Ce sont ainsi les fantasmes de M. Chabat que l'on vend à nos enfants, et nous, parents impuissants, entre guillemets bien sûr, devons trouver une explication, ou plutôt une pirouette, pour expliquer à l'enfant ce que le chien pratique sur la tête du monsieur. Donc, par le bout des yeux, des fesses, du nez, des seins, des chaussures, des vêtements, du fouet, de la fessée, du scénario, du fantasme, tant de vous s'offrait à nous. Et surtout, se garder de tomber dans la jouissance, ni dans la série d'ailleurs. C'est en roulant dans un Paris bouchonné que passant devant un vidéo sex shop ou peep show, je ne suis pas experte dans ce genre de lieu, que me vint la question suivante. Qui fréquentait encore ce genre d'endroit? Était-il si simple de répartir nos concitoyens en névrose, psychose, perversion? Nous savons que cela ne l'est hélas pas, car la lecture d'une structure est souvent contaminée par une autre,
Or, pour les perversions, cela aurait pu être plus clair. Que nenni! Elles nous tournent et retournent à la tête, ou l'esprit plus justement, puisqu'elles ont justement des mœurs se renversantes. Enfant, j'adorais la publicité du Canada Dry, où l'on dit « ça a l'air de l'alcool, mais ce ne l'est pas ». Eh bien, avec la clinique, c'est la même chose. Vous croyez que c'est une perversion? Eh bien non, ce n'est qu'un trait. Juste un trait, ou jusqu'au trait. Quant au pervers très pervers, certainement qu'il existe, car comme toute structure, la palette est intense et varie du plus petit au plus grand. Mon rêve, d'ailleurs, serait de pouvoir écrire un manuel. Pas le manuel du parfait pervers, mais un manuel du genre « La perversion pour les nuls », où l'on saurait quelle conduite adopter face à tel pervers. Qui n'a jamais eu affaire à un exhibitionniste? Moi, dans un train, mais je n'étais pas une jeune fille à me laisser impressionner par une verge molle, car celle-là l'était. Mais à lire Monsieur von Krafft-Ebing, je suis moins tranquille aujourd'hui. Mais comme d'habitude, je m'égare. Donc, était-ce des pervers et des très pervers qui franchissaient le seuil de cet étrange lieu consacré au sexe et ses avatars, ou les deux? Et comme l'écrit si bien Edith de Amorim, dans la lettre du RPH de mai, c'est le pervers qui tient le manche. Ainsi, selon M. Vallas, le pervers tiendrait plutôt le magasin, ou quand il s'agit de prostitution, il tiendra le tiroir-caisse. La perversion s'inscrit à côté de la psychose qui se définit comme la reconstruction d'une réalité hallucinatoire, de la névrose qui est le résultat d'un conflit interne suivi d'un refoulement. La perversion, elle, est le déni ou le désaveu de la castration avec fixation à la sexualité infantile. Nous avons vu cela ce matin. Par exemple, l'orientation homosexuelle d'un individu nous indique son choix d'objet sexuel, mais en aucun cas sa structure, car l'homosexualité se retrouve dans les trois positions et renvoie à des mécanismes psychiques différents. Ainsi, chez un patient psychotique, elle peut être une forme de défense contre la jouissance ravageante de l'autre avec un attentat et la menace de féminisation. Dans la névrose, l'homosexualité comme trait de perversion, souvent transitoire, peut faire symptôme, déclencher un passage à l'acte, voire une crise d'angoisse en rapport avec la décence et le désir. Dans la perversion, c'est une fixation libidinale en rapport à la jouissance, avec fétichisation de l'objet dans le pénis du semblable et position masochiste. Si nous avons pu voir dans nos précédents colloques que parfois Jacques Lacan est un peu prolixe, de mémoire sur certaines pathologies, il n'en est rien quant à la structure perverse. C'est un petit bémol que j'introduis là quant au texte de présentation de notre colloque. Ne suis-je pas sadique ici? J'espère que mes collègues ne m'en tiendront pas rigueur, mais il me semble important de rectifier le tir, même si c'est bien sûr plus facile de le faire une fois que l'on a travaillé, car nous avions donc écrit sur notre plaquette: si la névrose et la psychose ont trouvé avec Freud pour la première et Lacan pour la seconde des interlocuteurs privilégiés, la perversion reste, quant à elle seule, délaissée, dont je ne suis pas d'accord, comme M. Laburie. Ce qui n'étonnera pas certains d'ailleurs, car la perversion a trouvé avec Lacan un interlocuteur privilégié qui l'a mise en sens dessus-dessous en nous offrant une nouvelle approche à partir de la relation intersubjective. Lacan a écrit des textes majeurs sur la perversion, comme Kant avec Sade dans ses écrits, et l'on ne peut ignorer le séminaire 16 qui a déjà été cité ce matin encore, d'un autre à l'autre, qui nous offre beaucoup à lire sur la perversion et ses mécanismes, plus d'autres interventions éparses dans les autres séminaires. Enfin, n'oublions pas que Lacan s'est intéressé dès le départ à la criminologie. Enfin, d'autres auteurs, comme Joyce Madigan, psychanalyste française qui revisite l'approche freudienne des perversions, créant le concept de néosexualité, car elle trouve que la structure tripartite est trop rigide pour expliquer les troubles sexuels liés aux différents désordres narcissiques, et Robert Stoller, qui introduit la notion de différenciation de sexe et de genre. Dès le séminaire 1, les écrits techniques, Lacan écrit ceci: qu'est-ce que la perversion? Elle n'est pas simplement aberrance par rapport à des critères sociaux, anomalie contraire aux bonnes mœurs, bien que ce registre ne soit pas absent, ou atypique par rapport à des critères naturels, à savoir qu'elle déroge plus ou moins à la finalité reproductrice de la conjonction sexuelle.
Elle est autre chose dans sa structure même. Ce n'est pas pour rien qu'on dit d'un certain nombre de penchants pervers qu'ils sont d'un désir qui n'ose pas dire son nom. La perversion se situe en effet à la limite du registre de la reconnaissance et c'est ce qui la fixe, la stigmatise comme telle. La perversion en tant que trait prépare le terrain pour la satisfaction génitale, pour le plaisir, comme on parlait à table avec Daniel. La perversion en tant que structure se limite au trait, niant ainsi une génitalité satisfaisante. Le choix de la perversion en tant que symptôme ou en tant que structure est le fruit de l'effraction du désir de l'autre dans un appareil psychique en formation. C'est pour cette raison que j'avais représenté, voilà, ça c'est la pulsion normale, et la pulsion ici, le grand A n'est pas barré, personne ne l'arrête, il le jouit comme il veut. Voilà. Il a joui, à un moment donné, il veut demander le numéro de téléphone. Ce n'est pas parce qu'il est divisé, c'est parce qu'il est malin, hein, parce qu'il va essayer d'arranger la situation, parce qu'il sait exactement ce qu'il avait fait. Il n'est pas fou. Au contraire, dans ces cas-là, du point de vue structurel et du côté de la psychose. Donc c'est cette effraction ici qui va produire ces mouvements. Le grand autre, on devient, n'est-ce pas, l'autre qui vient avec jouir du corps de l'enfant ou porter une attente violente à l'autre, à son semblable, ça produit chez l'autre ces mouvements-là. Hein? C'est une effraction. Il faut cependant dire qu'il faut reconnaître l'inné à la base de la perversion. D'où la difficulté pour quelques personnes touchées sexuellement ou violées, dans leur enfance ou jeunesse, d'admettre la possibilité d'une certaine jouissance surmoïque tirée de cette effraction. Je vous dis ça parce que, à un moment donné, dans le séminaire 20, Lacan parle justement de l'unique chose que le surmoi, elle dit le surmoi. C'est moi, en réalisant Lacan, en réalisant Freud, que j'ai compris que le surmoi normal, parce qu'il y a un surmoi moral, normal, qui est moral, qui nous permet par exemple d'être là, et quand quelqu'un parle, on va se taire un instant, on va attendre pour parler après, etc. Donc ça fait partie du registre du surmoi normal. Mais il y a quelque chose qui est devenu fou à l'intérieur du surmoi. C'est ça que j'ai récupéré quand j'ai fait appel à cette notion de résistance du surmoi. C'est de la folie à l'intérieur du surmoi. Comment le clinicien peut faire pour opérer à l'intérieur de cette résistance? C'est pour cette raison que c'est psychothérapie, n'est-ce pas? Du semblant, du A à prime, n'est-ce pas? Du toi, moi, toi, ok, moi, ok aussi. Donc ça ne peut pas toucher le cœur de notre affaire. Et donc là, quand on rappelle dans le séminaire 20, comme je disais, l'unique chose que le surmoi dit, et qu'aujourd'hui je pouvais rectifier comme résistance de surmoi, c'est jouir. C'est un impératif catégorique à la Kant. Et ça, c'est un moment, donc cette rencontre de la personne, n'est-ce pas, qui était violée, n'est-ce pas, à un moment donné dans la clinique, elle va rencontrer qu'elle en tirait un bénéfice. Pas peut-être du côté du moi, mais en subissant l'impératif du surmoi, la résistance du surmoi. Et ça, c'est un moment très délicat, qui, si ce moment apparaît, nous devons accueillir dans le même registre, à savoir celui du respect de l'association libre. C'est ça une chose que M. Jagury n'a pas évoquée aujourd'hui, n'est-ce pas, mais dans son discours, et qui, pour moi, est essentiel de la clinique psychanalytique, avec le psychotique, le pervers, le névrosé. La règle de l'association libre. Si on respecte la règle de l'association libre, on sait par où va le bateau de la cure. On lâche ça, et bien, on perd le nord, et à un moment donné, on divague en plein océan inconscient. Dans ces moments, la tendance du patient, donc quand il s'approche d'un lapsus ou d'un rêve, où il voit qu'il y a quelque chose d'un plaisir associé à l'acte d'effraction, donc la première chose qu'elle fait, c'est justement d'essayer de s'y rétracter. C'est à ce moment-là qu'entre une notion que j'ai cru qu'il manquait aussi dans le discours de M. Jagury, c'était la question du transfert.
C'est dans le maniement du transfert qu'on peut sortir des difficultés cliniques. La trouvaille dans la rencontre sexuelle de jeunes enfants n'est pas de l'ordre du plaisir. Là, je suis d'accord avec Daniel Zaguri. Elle est de l'ordre du déplaisir si cela est fait en prenant en considération uniquement le désir de l'autre avec un grand temps. C'est papa, c'est maman, c'est le voisin, c'est l'oncle, etc. L'adulte en relation à l'enfant. Elle est aussi de l'ordre du déplaisir quand l'enfant s'y soumet par culpabilité. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des enfants qui ont des petites filles qui se comportent déjà en femmes. Il y a ça. Ils n'ont pas l'âge de la maturité légale, mais il y a quelque chose de déjà féminin, c'est une petite femme. On reconnaît même ça. Mais, bien entendu, il ne faut pas aller dans ces voies-là. Remarquons aussi qu'il y a des jeunes enfants qui présentent des positions très adultes, donc surtout les jeunes filles, pressées d'être femmes, ou des garçons pressés d'être hommes. Il est important que les parents modèrent leur précipitation, ou l'adulte qui est à côté de lui, ou proche de lui, en signalant à leurs enfants l'importance de patienter, car le développement précoce, intensif, excessif et répétitif contribue à la fixation à l'objet. Objet auquel ils peuvent rester attachés toute leur vie. C'est ça qui va donner, n'est-ce pas, la destinée libidinale à la perversion. Alors, qu'est-ce que je pourrais peut-être vous résumer? D'abord que j'étais étonnée, mais j'ai pas entendu parler de Magnan et de sa communication à l'Académie médecine le 13 janvier 1885 des anomalies, des aberrations et des perversions sexuelles. Et il disait dans l'entame, alors c'est un texte assez court qui est accessible sur Internet par le biais de la bibliothèque universitaire, enfin bon, vous tapez Magnan, anomalies et vous l'aurez. Et il dit, je désire m'arrêter sur les anomalies, les aberrations, les perversions sexuelles qui se montrent dans cette catégorie d'aliénés que l'on désigne sous le nom de dégénérés. Et donc, il fait donc une classification des anomalies, des aberrations, basées sur l'anatomie et la physiologie. Donc, c'est assez intéressant. Freud, lui, de cette série de termes, aura retenu plutôt l'aberration. On aura pu, à l'issue quand même de cette journée, effectivement, comme Daniel Zaguri nous l'a fait remarquer, que c'est un champ de la perversion, des perversions, et que c'est un éventail quand même assez impressionnant. Par les cas cliniques qui nous ont été présentés, que ce soit celui de Julien Faugeras, Marie-Hélène, Laure, mais aussi Aurélie, non, pas Fernando Vermorim, on s'est rendu compte qu'il y avait certains comptes rendus cliniques qui nous ont fait rire aux éclats, d'autres qui nous ont un petit peu mis mal à notre aise, etc. Donc, effectivement, c'est un éventail largement désarçonnant, ce champ des perversions. D'autant plus qu'il est venu Daniel Zaguri et sa parole imposante quand même de l'expert, renforcée par vous, maîtres, les avocats, sur ce qui se joue une fois qu'il y a eu ces passages à l'acte et ô combien dramatiques pour ces personnes. Avec cette question de qu'est-ce qu'on fait effectivement avec les pervers en prison. Ils sont là, on peut penser quand même dans une position où ils sont découverts, de laquelle, pour certains d'entre eux que vous avez rencontrés, ils ne citent pas, ils ne bougent pas, mais je crois que c'est très difficile de pouvoir comparer effectivement ce qui peut se dire des pervers en prison, des pervers, alors je serais étonnée qu'on en ait des allongés, beaucoup dans les pervers, alors je ne parle pas là, on peut trouver des homosexuels qu'on peut allonger, mais quand même c'est une structure, on hésitait un petit peu à allonger. Donc, pour clore notre série de colloques sur toute cette nosographie
psychanalytique, en tout cas freudienne, on s'aperçoit qu'effectivement, on ne peut pas faire de clinique sans prendre de risques. On ne peut pas faire de clinique en chaussant nos bottes de 7 lieux de certitude et de conviction, qu'il faut de la prudence, encore une fois. Je crois que ça pourrait revenir aussi dans cette journée d'aujourd'hui. Voilà ce que je crois qu'on pouvait peut-être résumer, avec aussi quand même ce que la langue française n'est pas uniquement, l'anglaise aussi, amène comme terrain très glissant avec cet adjectif de pervers, qui qualifie autant perversion que perversité, et qui nous font toujours, peut-être même parfois reculer à dire, bon, là, il s'agit de perversion, parce qu'on a peur d'être taxé de moraliste. Or, il faut qu'on soit vigilant, on ne doit pas reculer devant les mots, bien connaître effectivement leur sens. Et je pense à ça parce qu'on a fait quand même un petit peu un battage au moment où il était paru la dernière version d'un DSM, où il avait été notifié que l'homosexualité était sortie de cette classification de la perversion en chantant presque des alléluia. Enfin, en disant que telle structure perverse, on ne met pas quelqu'un à l'index. C'est une invitation pour nous, thérapeutes, de savoir où à peu près on met les pieds. Voilà. Ça n'est pas une lecture moralisatrice et qui condamne. Voilà, aussi, je crois que c'est ça que vous pouvez peut-être dire sur cette perversion sans dessus dessous.